Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation de la nouvelle collection d'Explorateur, chemin d'exploration. Certains d'entre vous ont sûrement déjà eu l'occasion de découvrir le monde en notre compagnie à travers nos voyages route d'exploration. Et désormais, on propose de nouveaux voyages dont nous allons vous présenter les caractéristiques aujourd'hui lors de cette visio réunion. C'est ce que va faire dans un premier temps notre directeur Hervé Tribolas-Pierre, qui va donc présenter les caractéristiques de cette collection. Puis avec mes collègues Nathalie et Clémence, on va vous parler plus en détail de trois destinations, trois voyages, Taïwan, Oman et la Russie. Voilà, je vous invite pendant la réunion, si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions via l'onglet Conversation en bas de votre écran. C'est peut-être chat aussi, ça dépend du logiciel que vous avez, Zoom. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit durant la réunion. On tâchera d'y répondre à la fin de celle-ci. Et à la fin de celle-ci, vous pourrez aussi les poser par oral si vous souhaitez. Je rallumerai vos micros. Donc, justement, d'un point de vue technique, normalement, vos micros sont coupés, sont tous coupés. C'est en bas à gauche de votre écran, il y a marqué activer le son. Ne cliquez pas sur activer le son. C'est très bien, justement, si vos micros sont coupés, ça permet qu'on s'entende mieux pendant la réunion. On pourra les activer par la suite. Et voilà, votre vidéo, vous pouvez la laisser. Et surtout, ne cliquez pas sur partager l'écran en bas. Ça mettrait en péril notre présentation. Voilà. Un petit dernier conseil, oui, en haut à droite de votre écran, donc c'est plutôt ici, vous avez un onglet affichage et je vous conseille pour une meilleure visibilité de faire affichage intervenant. Donc vous cliquez sur affichage intervenant. Voilà, et comme ça vous verrez la personne qui parle, là en l'occurrence c'est moi, et en même temps les photos de notre diapositive. Voilà, je vais laisser la parole à Hervé Tribolas-Pierre, notre directeur, qui va donc vous présenter notre nouvelle collection de voyages. À vous, Hervé. Merci, Kevin. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, à côté de notre offre classique de découverte exhaustive des pays du monde, ou des grandes régions des pays continents que nous appelons désormais route d'exploration, c'est notre collection de voyages traditionnelle que vous connaissez depuis toujours. Eh bien, voici Chemin d'exploration, notre nouvelle collection de voyages de 28 voyages. Alors, il s'agit de nous focaliser sur des régions du monde à forte concentration de culture, nature et rencontres avec la population, un peu comme dans certaines régions d'Europe, où il y a une forte concentration de belles choses à voir. Fidèle à notre esprit de découverte approfondie, avec Chemin d'exploration, nous allons prendre le temps de les parcourir, d'en humer la saveur, de partager nos expériences avec les hommes et les femmes que nous rencontrerons au gré de nos chemins. Et la lenteur de nos voyages s'y prêtera tout naturellement. Dans ces voyages en petits groupes, 4 à 8 participants, nous pratiquerons la règle des 3 tiers. Les déplacements en véhicule ne dépasseront pas 3 heures en moyenne, afin de permettre de nombreuses et parfois longues balades, rendant ces découvertes intimistes possibles. 3 heures en moyenne. Avec des visites de sites qui, eux aussi, représenteront en moyenne le tiers de la journée de voyage. Et bien sûr, fidèles à nous-mêmes, nous avons choisi les meilleures conditions de confort que vous connaissez, privilégier l'envergure pour nos guides, l'envergure culturelle, l'envergure empathique, et ces guides qui sont, vous le savez, nos habituels passeurs de culture. Voilà le concept brossé à grands traits et je vais proposer à Nathalie de vous en développer plus en avant les détails. À vous, Nathalie. Oui, merci Hervé. Bonjour à tous. Donc voilà, plus de précisions sur les caractéristiques de notre nouvelle collection. Donc tout d'abord, avec ces chemins d'exploration, nous avons voulu en fait que le voyageur soit vraiment acteur de sa découverte. Alors bien sûr, nature, culture, rencontres sont toujours les maîtres mots d'Explorator, ça ne change pas.
mais on a voulu y ajouter encore plus de partage et d'expérience. Alors, tout d'abord, ça commence déjà par le moyen d'accéder au site. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand même de nombreux sites qui n'étaient pas accessibles depuis la route. Donc, il va falloir quitter un peu, je dirais, sa zone de confort et essayer d'autres moyens de locomotion pour découvrir des sites un peu plus reculés. Donc, ça commence par la marche, comme on peut le voir sur certaines photos. Donc, ça peut être en Jordanie, par exemple. D'abord aussi le fait de marcher dans le désert, on a d'autres sensations. Donc c'est bien aussi de quitter un peu son bus. Et puis, par exemple, vous avez une photo en haut à droite du site de Bagan qu'on va découvrir donc en Birmanie, qui est un site archéologique très, très étalé, qui fait 50 km². Donc on va le découvrir avec des vélos électriques, comme on voit donc sur cette photo. Et ça nous permet en plus d'accéder à des sites un peu plus, des temples un peu plus reculés, et du coup aussi d'avoir moins de touristes. Donc, vous voyez, on prend des petits chemins, on est vraiment dans la nature, dans le site, et là, en fait, avec ce changement un peu de locomotion, on a d'autres sensations, d'autres points de vue, d'autres découvertes. Alors, évidemment, il n'y a pas de règle sur ces voyages puisque ce sera vraiment inhérent au pays, à la culture de chaque pays, la façon dont on va se déplacer et en fonction évidemment de l'intérêt du lieu, hein. Donc, on a en bas, au milieu, vous avez une photo qui est sur notre voyage en Chine. En fait, on va faire un trek de 2 jours avec des nomades tibétains et donc on va vivre comme eux. Et vous voyez bien par la photo des paysages extraordinaires qu'on ne peut atteindre que là, en l'occurrence, à cheval et qu'on ne pourrait pas voir depuis la route. Et puis, on a aussi également dans les voyages d'hiver, parce que sur cette collection, nous avons plusieurs voyages d'hiver, dont un voyage à Hokkaido et puis en Russie. Et dans les endroits où il y a, enfin dans le grand froid, dans le grand nord, je vais dire, eh bien, le moyen de locomotion, c'est la motoneige. Alors voilà, c'est d'un pays à l'autre. Par exemple, on va faire de la Vespa à Taïwan, on va faire aussi du vélo électrique, du balade à vélo dans le nord Vietnam, mais ça peut être aussi prendre les transports en commun à Hokkaido, dans la région d'Hakodate. On va prendre ou le bus ou le tramway, ou au Sri Lanka pour découvrir les plantations de thé, on prendra un train local et du coup, c'est une façon aussi de se mélanger à la population locale et de voir comment ils vivent. Alors, ce que je tiens à vous préciser, c'est que nous ne sommes pas, vous nous connaissez, nous ne sommes pas un tour opérateur de randonnée. Donc, les balades qu'on fait, les découvertes à pied sont accessibles à pied ou à vélo ou ailleurs, de toute manière, sont accessibles pour des gens qui sont en bonne forme physique. On n'est pas un tour opérateur de voyage sportif, donc simplement, il faut pouvoir faire du vélo ou pouvoir marcher. Et vous verrez dans nos programmes, pour ce qui concerne les marches en tout cas, on vous indique les temps de marche et les dénivelés pour que vous vous rendiez compte de la difficulté entre guillemets. Mais là encore, il n'y a pas de difficulté particulière si on est en forme. Et autre règle, c'est que d'un pays à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes choses. Donc, ce sera vraiment des approches très différentes. Alors, cette approche, elle va aussi être différente dans le sens où on va partager des expériences avec les locaux afin de mieux s'inspirer, s'imprégner en fait de leur culture. Alors voilà, c'est quelques exemples pour vous faire comprendre un peu l'idée de cette collection. Par exemple, en haut à gauche, vous avez une photo d'un archer. En fait, c'est au Bhoutan. Le tir à l'arc est le sport national. Et donc, dans nos voyages au Bhoutan, on va assister à une démonstration de tir à l'arc. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est encore mieux d'essayer, en fait. Ils ont des arcs et des flèches en bambou. Et donc, c'est intéressant voilà, d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Là aussi, on va pas vous demander d'être… Enfin, c'est pas pour des champions olympiques. On va juste tester. Et c'est l'occasion aussi de parler avec ces archers, par l'intermédiaire du guide, évidemment, qui va traduire nos questions, mais voilà, comprendre pourquoi ce sport est devenu, enfin, cette activité est devenue un peu le sport traditionnel et national et pourquoi ça a une telle importance. D'autres expériences, par exemple, sur la photo du milieu, vous avez un wadi. Donc, ça, c'est une balade aquatique dans les wadis. En fait, à Oman, on peut visiter les wadis. Des fois, il y a des chemins qui longent. Mais en tout cas, vous voyez, si on ne sort pas de la route, si on n'y va pas à pied, on n'aura pas ces paysages-là qui sont vraiment extraordinaires. Donc, on va partout où c'est possible
on va trouver, on va expérimenter des, euh, des activités. En tout cas, on va avoir des expériences locales, toujours dans le but de se rapprocher de la population et de mieux comprendre comment ils vivent. Alors, un autre exemple, c'est par exemple sur le voyage en Chine, on va avoir un cours de tai chi sur les monts Emei, dans le Sichuan. Et pourquoi un tai chi? Parce que le tai chi, c'est l'un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, là aussi, c'est une façon de mieux comprendre, parce que regarder, c'est bien, mais le vivre, c'est encore mieux. On l'intègre différemment, en fait. Il y aura aussi un cours de kung-fu dans l'une des plus anciennes écoles, qui est aussi quelque chose de vraiment typique. Euh, En bas à gauche, vous avez une balade avec les chiens de traîneau, ça c'est en Russie. Donc là aussi, c'est pas simplement la balade en un traîneau qui est déjà vraiment, c'est extraordinaire comme moment, mais c'est aussi tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire rencontrer les mushers qui nous expliquent comment ils vivent, comment ils Oh, entraînent les mais chiens. non, impossible. Ah, pardon. Comment, pourquoi on va mettre le premier, le chien de tête, pourquoi comment on le choisit. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai échange avec les locaux. De l'autre côté, vous avez une photo d'une balade en raquette à Hokkaido, donc pendant un voyage d'hiver. Et mais cette balade, elle se fait la nuit, donc sous un ciel étoilé, c'est quelque chose vraiment de magique. Donc voilà, on va essayer de parsemer enfin, de tous nos voyages, de ces expériences pour sentir vraiment le pays de l'intérieur. Et en fait, une des expériences aussi que l'on a déjà utilisées, parce qu'on a bien vu au cours des voyages que l'on accompagne, on sait que les Français sont des gens qui sont curieux, qui aiment bien la bonne cuisine. Souvent, je me rends compte pendant les voyages que les gens posent toujours des questions sur ce qu'on mange, sur les plats, comment le repas fonctionne. Donc, partout, ce sera possible. On ira manger chez l'habitant. Ça se fait par exemple au Bhoutan, où on va aller à la ferme, on va voir comment les gens travaillent, puis on va manger avec eux. Ça se fait également au Cap-Vert. On est reçu chez un monsieur qui s'appelle Antero et on va préparer avec lui la cachupa, qui est le repas traditionnel, qui est une sorte de ragoût à base d'haricots secs, de maïs et de viande. Et puis là, en haut à droite, vous avez un exemple d'une dame c'est en Ukraine. Sur notre voyage dans les Carpates, on va passer 3 jours en maison d'hôte. Et là, du coup, le repas, c'est aussi un moment privilégié d'échange avec les locaux et on participe un peu à leur vie. Alors, cette immersion, elle va se faire également par l'hébergement. Voilà. Donc, on vous a donné, là encore, c'est quelques exemples parce que dans l'hébergement, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, on cherche ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus authentique, de représentatif de la culture locale. Alors bien sûr, il y a des endroits où on sera dans des hôtels traditionnels, normaux, parce qu'on est dans des villes, on ne peut pas faire autrement. Mais partout où on peut découvrir encore le pays d'une autre façon, on le fera. Donc c'est par exemple la photo que vous avez en haut, c'est l'écolodge Palmarin au Sénégal, qui se trouve face à la mer dans l'estuaire de Saloum et qui est au milieu d'une réserve, en fait même d'une biosphère qui est inscrite à l'UNESCO. Donc on est vraiment en pleine nature, c'est déjà un site extraordinaire. Mais en plus, cet écolodge, il a été fait vraiment dans la tradition locale, avec des petits bungalows qui sont faits en argile, en paille et en sable. Donc, alors ils sont très confortables. À l'intérieur, il y a les toilettes, il y a la salle de bain, mais on reste dans une architecture locale et traditionnelle. C'est ça qui nous importe. Alors, le choix se fait voilà, en fonction de ce que la région offre. Par exemple, en bas à gauche, vous avez la petite maison en bois que Oh, vous voyez, conique. impossible. C'est ce qu'on appelle un tchoum. Ça, c'est dans la péninsule de Kola et c'est l'habitat local typique. Et là, en l'occurrence, on n'a pas d'autre choix que d'aller là. Il n'y a pas d'hôtel ni rien d'autre. Donc, on va aller dans ces habitations locales. Au milieu, vous avez une tente très luxueuse avec des tapis au sol, un chandelier. Ça, c'est une expérience vraiment magique qu'on fait au Yunnan pour vraiment un dépaysement total. Ou encore la dernière image que vous avez à droite, qui est un hôtel qui est le Pulwang Retreat, qui se trouve à 4 heures de Hanoï, qui est un véritable havre de paix qui donne sur les rizières et sur la montagne. Donc voilà, on cherche des hébergements
authentiques et aussi qui sont ressourçants. Je dirais, après une journée bien remplie, on a plaisir aussi à être en pleine nature quand c'est possible, dans un habitat vraiment typique. Il y a bien sûr sur d'autres voyages, je pense au Népal où on va aller dormir dans un monastère. En Égypte, on est sur le Dahab. Voilà, il y a plein de possibilités. Là encore, c'est vraiment inhérent à chaque voyage, vraiment en fonction de ce que nous offre le pays. Et puis, dernier aspect, en fait, qu'on fait déjà d'ailleurs sur les routes d'exploration, oui, on essaie de caler nos voyages sur des fêtes locales dans la mesure du possible pour, là encore, se mélanger à la population et comprendre leurs traditions, comprendre comment ils vivent. Donc là, on vous a mis différents exemples, mais il y en a encore bien d'autres. En haut à gauche, vous avez la Kora du Shorten de Trashiangtse au Bhoutan. À droite, c'est la fête des lumières et des glaces à Hokkaido. En bas à gauche, c'est la Pâque orthodoxe en Ukraine. Au milieu, vous avez le festival aborigène des moissons à Taïwan ou encore le carnaval au Cap-Vert. Voilà, ce sont des exemples, il y en a bien d'autres encore. Donc, partout où ce sera possible, on essaiera de caler nos voyages sur ces fêtes-là afin voilà, de s'immerger encore plus dans le pays. Voilà donc en résumé toutes ces caractéristiques de la collection Chemin d'exploration. Être acteur de sa découverte, quitter un peu sa zone de confort avec d'autres moyens de locomotion et puis s'immerger vraiment dans la culture par le biais de ces fêtes ou de différentes activités qu'on partagera. Je pense que le plus simple maintenant, c'est donc d'avoir des exemples. Donc, je vais passer tout de suite la parole à ma collègue Clémence, qui est donc responsable de la production sur l'Asie orientale. Voilà, à toi Clémence. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors moi, je vous emmène à Taïwan. Alors Taïwan, c'est donc cette autre Chine qui est donc en plein Pacifique, au large des côtes du Fujian. Et donc, dans ce même esprit de découverte, je vous emmène donc d'abord à Taipei. Alors, à Taipei, on va prendre le temps, puisqu'on reste dans cet esprit toujours à la fois de lenteur du voyage, à la fois de découverte active et d'expérience particulière. Donc à Taipei, on va bien sûr découvrir le musée de Taipei, qui est un des joyaux de l'Asie. On va prendre vraiment une demi-journée pour découvrir ce musée. Là encore, on prend le temps de la découverte. Et puis, on va aussi marcher, se balader, dîner sur le marché de nuit, puisque ça fait partie des expériences voilà, très, très particulières sur l'île de Taïwan, puisqu'on retrouve des marchés de nuit un peu partout. Et puis, toujours, donc la marche aussi, la balade. Ensuite, on va partir dans le nord de Taïwan, sur la côte nord, et on va aller se promener dans les concrétions calcaires de Yelio. Alors, c'est cette photo que vous voyez en haut à gauche. Voilà, cette espèce de paysage un peu désertique avec des formes très, très particulières. Et là encore, on va prendre 2 heures, 2 bonnes heures pour marcher tranquillement, découvrir ce paysage insolite qui est au bord de la mer. Ensuite, toujours dans l'esprit de découverte active et d'expérience particulière, on va aller dans ce petit village de Tiofen. Tiofen, c'est une bourgade très, très particulière qui est accrochée à flanc de montagne et qui regorge de petites maisons de thé absolument ravissantes. Ça, c'est un héritage d'ailleurs de l'occupation japonaise, puisque les Japonais ont quand même colonisé Taïwan pendant plus de 50 ans, entre 1895 et 1945. Et donc, on a cet héritage de cette culture du thé, alors ce mélange aussi de culture chinoise et japonaise. Et donc là, on va vivre une vraie cérémonie du thé, toujours dans cet esprit d'expérience qu'on va partager avec les Taïwanais, puisqu'il y a beaucoup de gens de Taipei qui viennent, ne serait-ce que pour une après-midi,
déguster le thé Atiofen. Donc, on partagera ce moment avec eux. Et puis, toujours dans le nord de Taïwan, on a ce parc naturel de Yangmingshan, qui est un parc de haute montagne, où on va se promener dans des pâturages très insolites, puisque à Taïwan, on va rencontrer des vaches, des moutons. Voilà, on a aussi cette agriculture qui est en pleine évolution, et on va partager donc ces rencontres-là. Et dans ce territoire de Yangmingshan, qui est encore très prisé par les habitants de Taipei qui viennent se ressourcer le week-end, on a des sources chaudes, notamment à Beitou. Donc, après une balade de 4 heures environ, on ira se ressourcer le soir dans les sources chaudes. On dormira d'ailleurs dans un hôtel thermal, toujours dans cette idée d'avoir des hébergements qui sont à la fois immersifs et qui peuvent apporter des expériences toujours insolites. Donc, on ira dormir à Beitou dans cet hôtel de sources chaudes. On se promènera aussi au cœur des sources chaudes. Et puis, on va quitter le nord de Taïwan pour descendre dans les gorges de Taroko en allant vers la côte est. Alors, les gorges de Taroko, c'est vraiment l'un des endroits les plus spectaculaires de Taïwan, parce que ce sont des gorges de marbre qui sont les seules gorges de marbre au monde. Voilà, c'est celle que vous voyez ici en bas à gauche de ce diaporama. Et là, encore une fois, c'est une découverte qu'on ne peut faire qu'à pied. Donc, on va prendre 2-3 heures pour se balader tranquillement au cœur de ces gorges. Et puis, on va dormir à Hualien, sur la côte pacifique. Voilà, on va encore ici profiter des sources chaudes, puisqu'elles s'égrènent tout au long du territoire taïwanais. Je fais une petite aparté, toujours dans l'esprit de partage avec la population locale, puisque au mois de juillet, donc, on aura un départ particulier, un petit peu adapté, le programme sera un peu adapté pour pouvoir participer au Festival des Moissons, qui est donc le festival de l'ethnie Ami. Les Ami font partie des peuples aborigènes de Taïwan, qui sont assez peu nombreux, mais qui essaient tant bien que mal de conserver leur tradition, parce qu'on est quand même dans un pays qui est développé, qui est un pays donc il y a forcément une certaine acculturation à la culture chinoise et taïwanaise, mais ces peuples aborigènes sont assez fiers de leur tradition, et on participera à l'un de leurs festivals, qui est vraiment un temps particulier. Voilà, donc une fois qu'on aura atteint la côte pacifique, là, on va longer cette côte pour descendre vers le sud. C'est une côte qui est absolument majestueuse. On a des à-pics sur le Pacifique, on prend des routes qui sont absolument merveilleuses. Donc déjà, rien que le voyage, qui est d'ailleurs ce trajet qui est un petit peu plus long que ce qu'on va faire en moyenne. Alors, voilà, rien que le trajet vaut le coup. On va d'ailleurs s'arrêter, toujours pour ponctuer un peu cette route de marche. Donc, on va se balader sur cette côte pacifique qui est extrêmement sauvage, vraiment un breathtaking, comme peuvent le dire les Anglais. Et là, on va s'arrêter sur la plage de San Sian-Tai, donc faire une promenade comme ça, notamment sur le pont du Dragon, qui est un pont assez renommé à Taïwan. Et puis, on va rejoindre une petite île. Donc, voilà. Et on va arriver à Taidong. Alors, Taidong, c'est la grande ville du sud-est de Taïwan. Et Taidong, c'est la ville des aborigènes, puisqu'ils sont quand même plus ou moins regroupés sur la partie est de l'île. Donc, on a ces rencontres comme ça qui peuvent se faire. On va aller se promener toujours dans cet esprit de découverte active sur le site archéologique de Painan. Alors, c'est un site qui a été mis au jour relativement récemment, et qui témoignerait d'une culture mégalithique de plus de 30 000 ans. Donc, on est vraiment dans un patrimoine très, très, très ancestral, et qui donc serait connecté avec d'autres grandes cultures du Pacifique. Donc, c'est aussi très intéressant de découvrir ce site, et de le découvrir à pied en prenant le temps de la découverte. On est sur un très joli site, d'ailleurs géologique également.
Et puis le soir, on va aller se promener dans un petit village. C'est la photo que vous voyez ici au milieu avec ces petites lanternes. C'est le village de Thiéroye. Alors, le village de Thiéroye, c'est un village dédié entièrement à la musique. On va aller se promener au milieu de ce village où les Taïwanais, qui sont des musiciens d'ailleurs assez calés, vont laisser libre cours à leur créativité, à leur imagination. Et là encore, on est au cœur de ce qu'est la Taïwan d'aujourd'hui, parce qu'on essaie aussi de partager avec vous ce qu'est la culture contemporaine des pays que l'on visite. Et là, Thiéroye, donc on va se promener au milieu des jeunes qui vont jouer aussi bien de la folk que de la musique classique. Voilà, on a toujours cette présence des arts à Taïwan qui est très importante. C'est vraiment une population très artiste. Voilà, donc ça fait partie des rencontres un peu insolites qu'on pourra avoir dans ce voyage. Et puis, on va quitter Taidong pour se rendre sur l'île de Lanhu. Alors, cette île, on va y aller en ferry. Encore une fois, c'est vraiment une expérience sympathique parce qu'on est dans des conditions de transport très confortables, mais on va partager avec les Taïwanais cette traversée. Et l'île de Lanhu, c'est une île très, très particulière, volcanique, très corallienne, avec des fonds des fonds marins magnifiques. Et c'est l'île de l'ethnie Tao. Et c'est vraiment sur cette île que la culture aborigène est la mieux préservée. On a cette ethnie Tao qui vit encore de manière un peu traditionnelle et notamment avec ces très très beaux canoës décorés à la main que vous voyez ici en haut à gauche. Donc on va bien sûr faire une promenade dans ces canoës, voilà, caboter un peu pour découvrir les côtes sauvages de cette île. Et puis à Lanhu, on va passer 2 journées entières d'exploration sur cette île, à la fois à la rencontre de la population. On va visiter des petites maisons un peu troglodytes qui permettent de s'abriter du vent, qui sont des maisons traditionnelles. On va dormir dans un gîte relativement simple. Enfin bon, à Taïwan, tout est quand même toujours très confortable. Voilà, mais un gîte géré par l'ethnie Tao. Et puis, on va se balader le lendemain à pied, bien sûr aussi. On va découvrir des volcans à pied. Et puis en scooter, voilà, cheveux au vent, on va partir sur les routes côtières de Lanhu, voilà, goûter un peu à la fois à cet art de vivre à la taïwanaise, parce que les Taïwanais se déplacent beaucoup en scooter, et partager cette liberté aussi de s'arrêter un peu où l'on veut, voilà, pour se baigner, pour faire du snorkeling, découvrir les fonds marins. Quand on va quitter Lanhu, on va reprendre un bateau qui va nous emmener cette fois à Kenting. Kenting, c'est la pointe sud de Taïwan qui fait face aux Philippines. On est à 300 km des Philippines, donc on est déjà dans un univers vraiment presque tropical. Et Kenting, c'est une zone très prisée, encore une fois, des Taïwanais. On a un très beau parc national qui abrite une faune et une flore riches. Et là, on va encore prendre le temps de le découvrir à pied. Donc, c'est une randonnée très nature. Et puis, on va bien sûr goûter au plaisir de la mer parce que Kenting, c'est la mer. Kenting, ce sont des côtes découpées, coralliennes, avec des petites criques absolument magnifiques, des eaux limpides. Et puis, ce que vous voyez, la photo que vous voyez en bas à gauche, ce sont des paddles, des stand-up paddles. Donc, vous savez, ce sont des espèces de planches sur lesquelles on se met debout et puis on pagaie tranquillement sur des eaux calmes. Et ça permet à la fois de bouger de manière un peu active et surtout d'aller découvrir des toutes petites criques secrètes qu'on ne verrait jamais évidemment depuis la route. Encore une fois, on est toujours dans cette idée d'aller découvrir des coins un peu secrets et qu'on ne pourrait pas voir évidemment avec les voitures et ni même avec des bateaux plus imposants. Donc là, on est dans une embarcation très légère. C'est à la fois ludique, sympathique. On partage aussi avec les Taïwanais qui aiment bien ce genre d'activité et on va comme ça s'immiscer dans les petites criques tout à fait limpides. En quittant Kenting, on va remonter vers Tainan. Tainan, c'est la grande ville du sud. Sur le chemin, on va quand même s'arrêter au monastère de Fo Guangshan. Le monastère de Fo Guangshan, c'est un des plus grands monastères bouddhistes d'Asie.
Et il faut savoir que Taïwan a vraiment une pratique bouddhiste très, très fervente et très dynamique. Donc, c'est intéressant aussi d'un point de vue humain et d'un point de vue sociétal de rencontrer les moines de Fo Guangshan. C'est un monastère absolument gigantesque, donc on va bien sûr s'y balader. Et voilà, ça en dit aussi beaucoup sur cette façon que Taïwan a de pratiquer comme ça son bouddhisme de manière très, très active. En arrivant à Tainan, c'est une ville pleine de charme. Vraiment, c'est la ville du Sud avec une douceur de vivre, un art de vivre aussi. On a beaucoup de théâtres, de petits cafés, des cafés littéraires, des académies de peinture, de dessin. Et c'est une ville qu'on va découvrir tranquillement à pied. Il y a un patrimoine culturel très intéressant, un patrimoine historique aussi, puisqu'on a des présences hollandaises, notamment dans cette petite ville. Voilà. Donc, prendre le temps aussi de la rencontre avec les habitants. Là, c'est vraiment toujours, on essaie maintenant dans cette collection Chemin d'exploration de visiter les villes le plus possible à pied. Voilà, ça change un peu la perspective sur les choses et on prend ce temps-là, ce qui n'est pas toujours le cas puisque, bon, c'est vrai qu'en Chine, souvent, on va plutôt découvrir avec les véhicules. Voilà. Et puis là, on va monter vers à la fois le cœur de l'île de Taïwan, qui est le mont Yushan. Sur la route, on va s'arrêter à Alishan. Alishan, ce sont les premiers contreforts de ces grandes montagnes qui font le cœur géologique de Taïwan. Alors, Alishan, c'est le pays du thé. Vraiment, Taïwan, on a une culture très, très importante du thé à Taïwan, bien sûr, qui est assez reconnue. On a notamment les fameux oolong qui sont parmi les meilleurs thés au monde. Et on va marcher dans ces collines de thé, on va rencontrer les fermiers. On va aller d'ailleurs dans une ferme déguster à la fois, bien sûr, du thé, mais aussi un repas à base de thé. Donc ça, c'est encore une fois dans cette idée de partage avec les fermiers. Et puis, on va faire une petite balade à travers la forêt d'Alishan dans ce train que vous voyez ici à gauche. C'est un train qui a été construit par les Japonais à l'époque de la colonisation, donc au début du siècle dernier. Et voilà, on va passer ce temps un peu hors du temps à travers la forêt en empruntant ce petit train des montagnes. Une fois qu'on aura quitté Alishan, on va remonter vers Yushan. Yushan, c'est la grande montagne de Taïwan. C'est une montagne qui culmine à plus de 3950 mètres au-dessus de la mer. Donc, il faut imaginer à la fois les côtes qui sont pas loin et on est au niveau de la mer. Et puis, cette montagne qui est à 3900 mètres, donc très, 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 très haute. On va bien sûr essayer de découvrir toute cette partie montagneuse de Taïwan. Donc, dans un premier temps, là, on va avoir une randonnée qui va durer entre 4 et 5 heures pour rejoindre un petit gîte de montagne absolument sympathique puisque c'est vraiment un gîte où on va partager le quotidien des Taïwanais, des randonneurs, dans un cadre de nature somptueux. Et là, on quitte un peu l'aspect tropical de Taïwan pour découvrir la géologie plus montagneuse. Donc là, on est dans une végétation de pins, de bambous, de roches aussi très particulières. Et voilà, on va dormir dans ce gîte de montagne. Et le lendemain matin, pour les plus courageux, on aura encore 2 heures de marche pour atteindre le sommet du mont Yushan, voilà, le plus haut pic de Taïwan. Et avec la chance peut-être d'observer la mer de nuages qui fait vraiment la joie des randonneurs. Voilà, on va repartir donc après être redescendu dans la vallée. Et là, on remonte vers le nord, on termine notre boucle en faisant notre dernière étape au lac du Soleil et de la Lune. Le lac du Soleil et de la Lune, c'est un poumon au cœur de Taïwan. C'est encore une fois un lieu que les Taïwanais adorent. On y trouve des temples qui s'égrènent un peu partout sur les coteaux autour du lac. Et là, on va faire une petite croisière, découvrir ce lac à la fois de manière
hédoniste et puis de manière un peu active aussi, puisqu'on va faire une balade à vélo. On a des pistes cyclables qui sont extrêmement bien organisées. Donc, c'est un vrai bonheur d'être à vélo parce que voilà, on n'a pas de voiture, on est seul sur ces pistes-là. On partage aussi avec les cyclistes taïwanais. Et puis, c'est un endroit où on va séjourner dans un très bel hôtel qui est assez mythique en fait sur ce lac, qui s'appelle l'hôtel Fleur de Chine, qui est un hôtel thermal. Là encore, on retrouve les sources thermales. Donc, pour terminer en beauté ce voyage avec 2 nuits dans un hôtel thermal où on va voilà, déjeuner en plein soleil au bord du lac, se promener, rêver et puis bien sûr se ressourcer dans des sources chaudes avant de repartir pour Taichung et Taipei et de rentrer en France. Voilà. Donc, je passe maintenant la main et la parole à Kevin qui va vous emmener dans un tout autre endroit. Oui, exactement. Merci Clémence. On va changer radicalement de pays puisque je vous emmène maintenant à Oman. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être notre circuit très complet d'Oman de 21 jours qui couvre tout le territoire quasiment du sud, le désert du Rub al Khali, jusqu'à la péninsule du Musandam au nord. Alors, pour ce nouveau circuit de 12 jours de la nouvelle collection Chemin d'exploration, on a voulu se focaliser sur la partie nord-est du pays, notamment en ce sens qu'elle regroupe les principales caractéristiques d'Oman, la montagne, la mer et le désert. On a choisi de faire découvrir cette partie du pays, notamment à pied, avec des randonnées chaque jour, en moyenne 2 à 3 heures par jour. Et donc chaque jour, on va faire des petites randonnées pour découvrir, comme le disait Clémence sur Taïwan, des endroits qu'on ne pourrait pas découvrir en véhicule. Donc on va commencer par la montagne, après être arrivé à Mascate avec un vol de nuit généralement. On commence dès le matin pour se rendre à Misfa. Donc ça, c'est le Djebel Akdar. C'est la photo que vous voyez en haut à gauche. Et on va visiter ce joli petit village de Misfa qui est classé à l'UNESCO parce qu'il a un système d'irrigation. C'est la photo centrale que vous avez là, un système d'irrigation qui permet d'alimenter tout le village. C'est vraiment très bien réfléchi, c'est très ingénieux et c'est impressionnant de voir comment tout ça a été mis en place il y a de nombreuses années et comment les concepteurs de ces canaux ont imaginé la chose. Donc, on va se balader à travers ces canaux pour observer ça. On a calé tous les départs de notre nouveau circuit à 511 de sorte que le vendredi, on se trouve à Niswa, le vendredi matin. Parce qu'à Niswa, il y a le fameux marché aux bestiaux. C'est les photos que vous voyez en haut à droite et en bas à gauche. Là, voilà, c'est une première immersion dans la culture omanaise. On va observer les Omanais négocier le prix du bétail. C'est assez impressionnant pour l'avoir vécu. Il y a le souk qui est juste à côté, donc on peut aussi se balader dans le souk. Alors, c'est la seule journée où il n'y a pas de randonnée, mais c'est quand même intéressant de voir la vraie vie des Omanais et donc leur négociation du bétail. C'est très authentique. Il y a quelques touristes, mais pas beaucoup, et ça reste vraiment authentique. On peut se poser quelques minutes devant ces personnes, et même si on ne comprend pas le langage, ça reste très amusant de les voir négocier le prix de leur bétail. Alors on va le lendemain quitter l'effervescence de Niswa pour assister au retour de la mer des pêcheurs à Al Ralouf, le port d'Al Ralouf. C'est la photo que vous voyez en bas à droite. Alors ça, pareil, c'est impressionnant. On va pouvoir discuter avec certains pêcheurs s'ils ont le temps, avec notre guide qui servira d'interprète. Et vous voyez la Jeep là, qui est toute rouillée. Je me demande encore à l'heure actuelle comment est-ce qu'elles arrivent à fonctionner. Je me souviens avoir été assez impressionné par ça. Elles tirent les bateaux qui après donc, vont revendre le poisson. Il y a plein de coquillages sur les jeeps. C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles arrivent à avancer, mais en tout cas, ça fonctionne. Et là, on va pouvoir donc échanger avec la population locale, si le temps le permet avec eux, pour qu'ils nous expliquent comment est-ce que
leur métier de pêcheur se caractérise chaque jour. Juste à côté de Al Ralouf, on va faire notre première immersion dans le désert. Donc là, c'est les Sugar Dunes. C'est la photo que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Vous voyez le type de véhicule qu'on utilise, des Jeep Land Cruiser. Voilà. Là, on va marcher dans ce désert. Alors, c'est des dunes d'un blanche vraiment immaculée. On a parfois l'impression de marcher dans de la neige carrément. C'est très impressionnant. Il y a peu de personnes. C'est pas loin des villes, mais il y a vraiment personne dans ces dunes-là. On va consacrer une journée entière pour se balader dans les dunes et surtout, on va passer notre première nuit en bivouac dans ces dunes. Une vraie expérience. On est à côté de la mer et en même temps dans le désert. Pour ceux qui ont déjà passé des nuits en bivouac, vous verrez que, comme d'habitude, généralement en bivouac, on mange très bien. C'est assez étonnant parce qu'on est au milieu de nulle part, mais le guide, en tout cas à Oman, fait des très bons repas. Les conditions sont très bonnes. On vous aura fourni les tentes, c'est les tentes igloo. On vous les aura fournies avant le départ. Si vous partez à Paris, vous les récupérez à l'aéroport avec notre assistant qui vous accueille. Et si vous partez de province ou de l'étranger, on vous les enverra par la poste en colis. Donc, vous aurez votre propre tente avant le départ, donc des tentes toutes neuves. Donc, les conditions sont vraiment bonnes pour bivouaquer. C'est une belle expérience. Vous pouvez aussi passer votre nuit à la Belle Étoile, mais c'est vraiment une belle expérience de dormir dans le désert. On va également se perdre le lendemain dans les roches du Djebel Cobra. C'est la photo en haut à droite de votre écran. Là, c'est un massif calcaire crayeux et on va se promener dans le dédale des gorges. C'est très sympathique, ça change un peu du désert des Sugar Dunes. Et c'est vraiment magnifique et sauvage. L'érosion a donné à la roche des formes spectaculaires. Alors, après avoir pris le ferry à Al Ralouf, là, on va vraiment vivre une expérience hors des sentiers battus durant ce circuit de 12 jours, puisqu'on va aller sur l'île de Massira. L'île de Massira, concrètement, il n'y a pas grand-chose, mais ça reste une étape vraiment agréable pour se ressourcer, pour se retrouver au milieu de nulle part. Il y a un petit port, c'est le port où vous arrivez avec le ferry. Il y a 1h30 de ferry depuis la côte. Et il y a un petit village, c'est tout. Et après, on se retrouve donc nous, tous les 8, puisque les groupes sont au maximum de 8 participants, plus le guide et le chauffeur. Et là, on va se balader pendant donc il y a 2 jours et une nuit, 2 nuits et une journée, pardon, sur l'île. Vous allez vous balader, randonner, et c'est vraiment l'observation de la côte. Vous voyez, c'est la photo en bas, donc de la côte. Il y a un désert aussi. C'est une vraie expérience pour se ressourcer. On est vraiment au milieu de nulle part. C'est une immersion dans la nature sauvage. Donc après ces quelques heures ces 2 jours passés sur l'île de Massira, on va retourner sur le continent omanais. Et autant sur l'île de Massira, il n'y avait personne, mais autant dans le désert des Waïba qu'on va visiter un peu plus au nord, là, on va à nouveau rencontrer du monde. On va rencontrer les Bédouins qui vont nous expliquer comment se passe leur journée, qui vont nous parler. Voilà, ça va être un moment d'échange très intéressant avec les Bédouins du désert de Waïba. Pareil, le guide sert d'interprète si vous ne parlez pas la langue omanaise. Et voilà, il ne faut pas hésiter. C'est un moment de partage et les Bédouins sont toujours contents quand même de rencontrer des touristes et de pouvoir un peu leur parler. Ils sont assez fiers de ce qu'ils font. Donc, c'est un bon moment. On va participer à la préparation d'un repas typiquement bédouin avec ces derniers. Voilà, et pour le désert, donc ça sera terminé. On va se retrouver sur la côte nord-est. On va retrouver la vie plus aquatique avec les wadis. Donc les wadis, c'est la photo dont Nathalie vous montrait tout à l'heure. Vous voyez, c'est ici à droite, en haut et en bas. C'est le wadi Bani Khaled et le wadi Shab, tout proche de la côte. Donc on peut se baigner, comme sur la photo vous montrer Nathalie. Pareil, vous pouvez marcher le long du wadi ou se baigner, faire
faire le trajet dans l'eau. Donc, il y a pas mal d'endroits où vous aurez pied. Puis après, parfois, il faut un peu nager. Il y a un coin qui est très mignon dans le wadi Chab, c'est au fond du wadi. Donc, vous nagez et là, il y a une sorte de petite grotte. C'est pas très bas, hein. Il faut un peu se baisser, vous passez, mais il n'y a pas besoin de mettre la tête sous l'eau. Et là, on se retrouve dans une petite grotte avec un faisceau de lumière et une petite cascade. C'est très mignon. Je me souviens quand j'y étais avec des clients, que les clients avaient été ravis. Les plus téméraires qui sont allés jusqu'au bout étaient très contents d'avoir passé ce moment dans le wadi, de s'être un peu baigné. Et le retour peut se faire à pied le long des gorges. Voilà. Et on va, pour finir le voyage, revenir à la capitale, donc Mascate, et retrouver la civilisation avec une journée complète de visite de Mascate. Certaines étapes se font en voiture, mais on va aussi marcher. Vous allez notamment visiter la mosquée du sultan Qaboos et voir différents musées de la capitale d'Oman, et après revenir donc en France ou en Europe. Donc voilà un tour complet de la partie nord-est du pays. Si vous êtes déjà allé à Oman et que vous avez fait peut-être le grand tour, ça pourrait tout à fait compléter la première approche que vous avez eue, notamment avec les de Massira ou le Wadi Chab qui sont des nouvelles étapes. Et si vous n'avez jamais vu Oman, pour une première à Oman, c'est très bien également. Vous pourrez par la suite peut-être y retourner pour un voyage plus long. Donc voilà, 12 jours à Oman de façon un peu plus active que notre circuit route d'exploration. Donc c'est le nouveau circuit dans le nord-est. Maintenant, on va perdre pas mal de degrés puisqu'on va se retrouver en Russie, et c'est Nathalie qui va nous parler de notre nouveau circuit en Russie. À toi, Nathalie. Ouais, merci. Voilà, alors moi, je vous emmène dans la péninsule de Kola. Donc, vous voyez, on va aller à Mourmansk. Donc, c'est la péninsule de Kola, c'est la bande de terre qui a une frontière commune avec la Finlande. Et Mourmansk est la ville principale, donc, enfin même la capitale d'ailleurs de l'oblast de Mourmansk. Mourmansk, c'est une ville qui fait à peu près 280 000 habitants et c'est surtout la plus grande ville au monde qui se trouve au nord du cercle polaire. Donc, elle a été construite, enfin son port a été construit en 1915 pendant la Première Guerre mondiale afin de permettre à la Russie d'avoir une ouverture sur la mer de Barents. Parce que justement, le port n'est jamais pris dans la glace. En fait, il bénéficie des effets du Gulf Stream et du coup, il n'est jamais gelé. Et donc, même de nos jours, le port est un des ports les plus importants en Russie. Il fonctionne toujours, il est assez actif. Donc, Mourmansk, c'est une ville qui est quand même restée un peu dans son jus soviétique, même beaucoup, je dirais, parce que d'abord, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été pilonnée par l'armée allemande. Il y a eu un énorme incendie en 1942 et du coup, elle a été reconstruite après. Et donc, elle est assez authentique dans son aspect soviétique, je dirais. Donc, on ne va pas y rester trop longtemps, mais on va quand même la visiter. On va voir notamment la photo que vous avez au milieu, la grande statue. Ça, c'est le monument à voir à Mourmansk. Il s'agit du monument aux défenseurs de l'Arctique soviétique pendant la Grande Guerre patriotique. Donc, c'est l'équivalent c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on va surtout voir le brise-glace Lénine que vous voyez, le bateau que vous voyez sur la photo du milieu à gauche. C'est le premier brise-glace à propulsion nucléaire qui a été créé au monde. Et il a été désarmé en fait en 1989 parce que sa coque était trop endommagée. Il a été transformé en musée. Alors là aussi, c'est un grand moment parce qu'on a l'impression d'un retour dans le temps, dans la période de la guerre froide et la période soviétique. Voilà, donc petite balade à Mourmansk. On ne dort pas à Mourmansk, on a choisi de dormir un peu en dehors parce que la ville est très vite entourée, enfin on sort très vite de la ville et elle est entourée par la taïga, par la forêt, et c'est la photo que vous avez en bas. Donc on a on va loger dans un hôtel qui sont des petits chalets en bois, donc vraiment confortables et immergés dans la nature. Et puis, pendant ce séjour dans la péninsule de Kola, on va aussi aller à la chasse aux aurores boréales. Parce que dans la mesure où on est au nord du cercle arctique, on a des chances d'en voir. Malheureusement, ça, on ne peut pas vous le garantir, mais comme on y reste quand même
plusieurs jours. J'espère que vous aurez la chance d'en voir. C'est vraiment un moment magique. Et bon, évidemment, il faut que les conditions atmosphériques soient optimales, mais en général, on a de bonnes chances à l'époque à laquelle on y va, on a de bonnes chances d'en voir. Donc, j'espère que vous aurez cette occasion-là. Alors, ensuite, on quitte Mourmansk et on va aller dans le village de Lovozero. Kevin, si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Voilà. Et donc là, c'est carrément l'immersion dans la nature. Donc Lovozero, vous voyez, on est passé d'une ville avec 280 000 habitants et là, un petit village qui fait 2 000 habitants. Et en plus, on ne va même pas être dans le village, on va être un peu en dehors. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur les moyens de locomotion, là, évidemment, on ne peut pas se déplacer par la route, il n'y en a pas. Tout va se faire avec la motoneige. Alors, pas de panique pour la motoneige. D'abord, on peut monter à deux dessus. C'est vraiment simple à utiliser. Il y a un accélérateur, un frein. Vous voyez qu'on est sur des chenilles, donc c'est vraiment très stable. On ne va pas vite, on ne fait pas la course, on est là pour découvrir. Et si jamais un voyage comme celui-là, ou même on en a un en Sibérie, vous intéresse, mais vous craignez un peu pour la motoneige, sachez que vous pouvez dire, si vous ne voulez pas la conduire, vous précisez simplement à l'inscription que vous ne voulez pas la conduire et on s'organise comme ça pour savoir qui conduit ou qui ne conduit pas. Et vous montez derrière, alors ça peut être derrière le guide, quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment un grand moment. Donc à Lovozero, on va y passer à peu près 3 jours. Donc on va faire de la motoneige pour aller découvrir les différents paysages. On fera aussi du ski de fond et on va aller faire de la pêche dans la glace, la pêche blanche. Et puis on va essayer de rencontrer aussi les Samis, donc les éleveurs de rennes. Donc on le met dans le programme. On ne peut pas vous dire exactement tel jour à telle heure parce que ce sont des nomades et donc il faut savoir à quel endroit ils se trouvent. Mais en général, on les rencontre et c'est un grand moment aussi de partage et pour vraiment découvrir cette vie dans le Grand Nord et comment ils vivent de façon encore un peu traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, comme je vous disais, on est loin un peu de tout, on est dans la nature et on va dormir dans des tchoums. Donc, c'est la petite construction conique là, qui se trouve à gauche, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Et là, de toute manière, on n'a pas d'autre choix que de dormir là, donc dans cette habitation typique. Alors, là, c'est un peu rustique parce qu'on n'a pas de salle de bain, on n'a pas d'eau courante. Donc, on va aller à la banya. Donc, c'est le clin d'œil où j'ai mis un seau en bois avec des branches de bouleau. La banya, c'est le sauna russe, si vous voulez. Mais c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Les Russes, encore de nos jours, vont à la banya. Bon, quand ils sont en ville, ils peuvent y aller. Mais sinon, quand vous allez dans des régions plus reculées où il n'y a pas d'eau courante, ou même parfois dans des petits villages où ils ont quand même l'eau courante, ils sont souvent une petite construction en bois à côté de leur maison. Et c'est le banya, c'est le sauna où on se lave, où on transpire comme un sauna et on se frotte avec des branches, enfin on se frotte ou on se tape, ça dépend, avec des branches de bouleau pour faire circuler le sang et c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment local et typique, quoi. Et puis c'est le seul moyen de se nettoyer. Et puis en bas, vous avez encore une photo de l'intérieur du tchoum. Alors celui-là, il est un peu amélioré, hein, il est plus grand, il est, comme vous voyez, tapissé de peau de renne et c'est l'endroit où on mange. Donc voilà, ça c'est vraiment un grand moment. Et puis après, on prend le train de nuit et on quitte la péninsule de Kola. On va passer au sud du cercle polaire et on va en Carélie, donc une autre région, donc près du lac Onega. Donc là, on va à Petrozavodsk, c'est la ville que vous avez en bas à droite. Alors Petrozavodsk, c'est la ville de Pierre, en fait, de Pierre le Grand. Il l'a fait construire à l'époque où il était en conflit avec la Suède et où il voulait avoir une ouverture sur la Baltique, donc il y avait la guerre avec la Suède, et il avait besoin d'armes pour cette guerre. Et donc, il a fait construire des usines de métallurgie sur les bords du lac Onega. Donc, c'est comme ça qu'est née Petrozavodsk, la ville, l'usine de pierre. Donc, on visite Petrozavodsk, mais surtout, on ne peut pas aller à Petrozavodsk sans aller à Kiji. Kiji, qui est vraiment je dirais, la perle de la Russie, que vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'aller voir quand on va dans cette région ou quand on fait des croisières Moscou-Saint-Pétersbourg, on s'y arrête. Mais donc, c'est la photo que vous avez en haut à gauche. C'est un enclos paroissial avec plusieurs bâtiments, dont 2 églises, une avec 22 bulbes en bois et l'autre avec 9 bulbes. Mais surtout, c'est un exploit, une prouesse architecturale dans la mesure où elles ont été construites sans clous, ni vis, ni pièces métalliques. Donc, autant vous dire qu'évidemment, elles sont protégées et inscrites sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Et Kiji le voit, c'est vrai que c'est
c'est extraordinaire, mais le voir en hiver, c'est vraiment, vraiment magique. Et en plus, ce qui ajoute à la magie, c'est que donc, le lac Onega est plein d'îles, Kijif est une des îles, et en hiver, on y va en aéroglisseur. C'est une espèce de bateau sur coussin d'air que vous voyez sur la photo du milieu. Ça rappelle un peu les hovercraft qu'on prenait quand on allait en Angleterre, en beaucoup plus petit, parce que là, on tient à une dizaine de personnes maximum. Et si vous voulez, c'est aussi un peu le transport local, parce que nous, on va le prendre pour notre groupe, on va l'avoir pour la journée. Si vous avez été en Sibérie sur le Baïkal, vous l'avez peut-être déjà pris, ou dans d'autres endroits, hein, il y a d'autres villes, partout où il y a un lac gelé. En fait, ils vont avoir ce système-là pour se déplacer, pour traverser le lac et aller d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc ça, c'est vraiment aussi un moment assez amusant. Et puis, ensuite, on continue donc notre découverte de la Carélie. On va aller au village de Kinierma, le petit village que vous avez à gauche. C'est un village qui est inscrit dans les annales. On a retrouvé des textes qui remontent au XVIe siècle. C'est vraiment un village qui est resté dans son jus, qui est d'ailleurs protégé par les institutions, par les autorités caréliennes. Et on va le visiter avec Nadiejda, qui est une dame qui s'implique beaucoup pour ce village, pour la défense et la protection de ce village pour qu'il reste authentique. Il y a environ 17 maisons, il y a quelques bagnats, il y a une petite église, tout est en bois. Et on n'a plus le droit de construire dans ce village-là, il est vraiment protégé. Donc on passe la journée avec Nadiejda, qui va nous raconter la vie de ce village, et puis on va manger avec elle également. Donc on va pouvoir découvrir cette vie en Carélie, au milieu de la nature, et ensuite on va aller faire là aussi un tour en chien de traîneau. Et là aussi, on va pouvoir échanger avec les mûcheurs et voir, voir comment on procède, mais surtout, puis cette balade à chien de traîneau en plein hiver dans la taïga, c'est vraiment un moment magique. Et donc on arrive vers la fin du voyage où on retourne vers Saint-Pétersbourg. On s'arrêtera à Priaja, qui est un petit, enfin, petite ville, mini-ville, où il y a un centre ethnoculturel sur le peuple carélien. Donc, pendant ce voyage, on a rencontré les Samis ou les Lapons, les Caréliens. C'est une ethnie qui comporte à peu près 60 000 personnes en Russie, mais il y en a également en Finlande. Donc, c'est l'occasion aussi de comprendre un peu comment vivent ces ethnies qui ont quand même qui sont encore très attachés à leur culture, mais qui sont obligés aussi de vivre la vie du 21e siècle. Et puis donc, on reprendra l'avion à Saint-Pétersbourg. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est quand Mourmansk enfin, pour arriver à Mourmansk, on a un vol qui n'est pas direct, il est via Moscou, via Saint-Pétersbourg. Au retour, bah là, on a la chance d'avoir un vol direct. Et surtout, comme pour les routes d'exploration, vous pouvez tout à fait nous demander, parce qu'on ne va pas visiter Saint-Pétersbourg, beaucoup de gens, souvent, ont découvert déjà cette ville et nous disent non, j'ai pas besoin. Mais c'est dommage également de ne pas en profiter. Donc, si vous voulez, vous pouvez demander une extension, rester quelques jours de plus, de façon libre, ou bien on vous l'organise avec des visites, avec une guide, comme vous voulez, vraiment le temps que vous voulez. Et c'est l'occasion de profiter, de découvrir cette ville extraordinaire également en hiver. Voilà, donc j'espère que ça ne vous a pas fait trop peur, ce grand froid. Mais on est bien couvert. Il y a pas quand on est bien couvert, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit pour la motoneige, c'est qu'on vous fournit la combinaison, le casque, les gants, les bottes. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Et puis, on est à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations. Et je repasse la parole à Kevin. Merci Nathalie, merci. Et merci à Clémence au préalable. Donc vous avez eu l'exemple, les trois exemples, donc Taïwan, Oman et la Russie. Donc trois exemples de cette nouvelle collection Chemin d'explorateur. Il faut savoir qu'il y a 24 voyages dans cette nouvelle collection. Donc je vais vous montrer directement sur le site internet comment y accéder à cette collection et comment la découvrir directement. Donc voilà, là vous êtes sur le site. On est sur le site explo.com que vous connaissez, que vous avez sûrement en favori dans votre navigateur internet. En haut, vous avez la rubrique donc nos voyages, donc avec à gauche les chemins, les routes d'exploration, notre catégorie historique de voyage, et donc chemin d'exploration, la nouvelle catégorie. Il suffit de cliquer dessus, et là les voyages vont s'afficher par ordre alphabétique. Ça va de l'Arménie à Zanzibar. Je vous ai dit, il y a 24 voyages. Donc, on voit l'Arménie. Je vais vous montrer, puisque je parlais tout à l'heure d'Oman, je vais vous montrer sur Oman en particulier. Donc, on passe par le Bhoutan, le Cap-Vert. On va aller à la lettre O pour Oman.
Et voilà, nous voici donc à Oman. Donc là, il suffit de cliquer sur « En savoir plus sur ce voyage » pour avoir plus de détails. Et là, vous allez avoir donc la carte que vous avez déjà vue tout à l'heure, le panorama de photos du circuit, les points forts du voyage et le jour par jour qui vous est détaillé, donc chaque jour, avec dans les titres, et ça c'est pour tous nos voyages et notamment pour les chemins d'exploration, vous avez le nombre de kilomètres, le nombre d'heures de route et le nombre d'heures de balade ou de randonnée. Donc chaque jour c'est bien précisé. Et puis on va aller plus bas. Je me sers du raccourci à droite ici. Vous voyez, notre site est bien fait, date et prix. Et je vais vous expliquer ce que comprend ce prix. Donc on a les différentes dates de départ. Donc il y a un prochain départ le 24 février, mais on ne va pas tarder à le retirer a priori avec la fermeture des frontières. Mais vous avez le 10 mars, on a novembre et décembre prochains. Le prix de base, donc c'est sur la base de 5 participants, 4 695 €. Et si vous êtes entre 6 et 8 participants, 4 495 €, vous gagnez 200 €. Alors, qu'est-ce que comprend ce prix? Ça comprend quasiment tout, hein. Donc, vous avez les vols internationaux, toutes taxes comprises. Vous avez tous les transports terrestres et maritimes, notamment pour aller sur l'île de Masira. Donc, en transport routier, c'est des Toyota Land Cruiser qui sont bien sûr climatisés. Les logements, donc en hôtel 3 étoiles, en normes locales, auberge et le matériel de bivouac dont je vous parlais. Vous avez tous les repas, ça c'est vraiment pour tous nos voyages chez Explorateur. Vous avez la quasi-totalité des repas qui sont compris donc en pension complète, avec l'eau minérale à volonté, là pareil pour tous nos voyages. Le guide francophone, donc on choisit comme pour les voyages route d'exploration majoritairement des guides locaux, mais qui parlent très bien français. On préfère que ce soit le guide local qui fasse ce rôle de passeur de culture. Donc guide local francophone et toutes les visites et les excursions prévues dans le circuit qui sont bien sûr comprises. En bas, vous pouvez télécharger le document d'inscription et prendre une option gratuite. Et puis, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Et ben, on va conclure en vous remerciant une fois de plus d'avoir été fidèle à Explorateur, outre que par les voyages, donc via cette réunion, visio-réunion. Vous allez recevoir dans quelques minutes, ou en tout cas dans la journée, un mail, une fiche d'appréciation en fait, par rapport à cette réunion. Je vous invite à la compléter. Ça nous permettra, nous, éventuellement, de nous améliorer pour les futures réunions. Et vous pouvez profiter de cette fiche d'appréciation pour poser des questions sur un voyage en particulier, sur des questions plus générales sur Explorateur, ou nous demander de vous envoyer des programmes détaillés de tel ou tel voyage ou le catalogue. Donc, vous pouvez vous servir de cette fiche d'appréciation. Et sinon, on est toujours joignable, donc Sabrina, Gwendoline et moi-même, par mail et par téléphone, donc tout au long de la semaine. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, on est ravis de vous avoir retrouvé ce mardi midi. Je vais vous souhaiter un bon appétit et puis à bientôt, on l'espère, sur nos voyages en route d'exploration ou chemin d'exploration. À bientôt. Merci. Très intéressant. Merci. Merci. Au revoir. Merci.